Je laisse la parole à Thierry Pouche, donc, qui est économiste à Chambre Agriculture France. Tu préfères être assis comme tu veux. Et donc qui va intervenir sur les effets de la guerre en Ukraine sur notre agriculture. Merci Sophie, merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vais élargir le spectre, je vais sortir du territoire, du département et regarder un peu ce qui se passe ailleurs et en quoi cet ailleurs a des répercussions sur le territoire national, mais aussi évidemment sur votre département. Je voudrais commencer par rappeler que finalement les cycles haussiers qu'on a connus ces dernières années, sur la première diapo, c'est pas quelque chose d'inédit dans notre histoire relativement récente. En revanche, ce qui est assez fondamental, et il faut absolument avoir ça à l'esprit désormais, c'est que les fondamentaux du marché qu'on observe assez régulièrement, et Sophie l'a d'ailleurs un peu rappelé, offre, demande, climat, etc., sont aujourd'hui importants, mais sont largement dépassés par ce qui est en train de se passer en Ukraine. Ce conflit va déterminer l'orientation des marchés dans les semaines et les mois qui viennent, comme ça a été le cas depuis le 24 février. Donc il faut absolument identifier tous les facteurs, tous les impacts, toutes les répercussions. Mais il y a quelque chose de fondamental qui a surgi. C'était déjà un peu le cas d'ailleurs au moment de la pandémie. C'est que cette guerre a confirmé que la notion d'autonomie et de souveraineté alimentaire, notamment sous l'angle des protéines végétales bien sûr, mais aussi de l'énergie, eh bien ces notions-là sont redevenues au premier plan, fondamentales, avec des prises de décision qu'il faut prendre maintenant à tous les échelons, que ce soit les pouvoirs publics jusqu'aux agriculteurs bien évidemment. Alors, comme je le disais, c'est pas la première fois qu'on a un épisode haussier aussi important. On va pouvoir passer à la diapo suivante. Merci. Et la suivante également. Je rappelle que même si j'ai pas mis de graphique sur très longue période, on avait déjà connu au début des années 70 un premier cycle haussier qui était considéré à l'époque comme assez violent, puisqu'il y avait des hausses du prix du pétrole bien évidemment et des flambées de prix sur les céréales en particulier. C'était indissociable évidemment d'un certain nombre de conflits militaires qu'on avait au Moyen-Orient, avec la guerre des 6 jours, la guerre du Kippour, la guerre du Liban, plus les deux chocs pétroliers, mais c'était relativement sur une courte période. Les négociations internationales avaient fait leur chemin, et puis les chocs pétroliers avaient finalement été relativement vite absorbés. Plus près de nous, il y a eu la crise de 2008, la crise économique et financière, qui s'est étalée à peu près jusqu'en 2013-2014. Et vous avez sur le graphique du haut, sur le blé tendre, maïs et soja, des soubresauts déjà sur cette époque-là. Mais ce qui est intéressant dans la période actuelle, c'est que sur le soja en particulier, mais ça vaut pour le blé tendre, on a dépassé les pics qu'on avait connus en 2008-2012. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. On avait prévu un cycle haussier durable. On a le souvenir des prévisions qui avaient été faites par l'OCDE et la FAO sur un cycle haussier durable qui pouvait s'étaler jusqu'à 2030 à peu près. Mais évidemment, les cours se sont repliés durablement par la suite, parce qu'il y a eu justement des fondamentaux qui se sont mis en place, une offre qui était assez abondante, des problèmes de croissance qui se sont répercutés sur la demande mondiale, etc. N'oubliez pas non plus, et on en parle de plus en plus aujourd'hui, il y a eu quand même tout un certain nombre de débats, de travaux qui ont été menés sur les facteurs explicatifs de cette première flambée des prix en 2008-2013 à peu près.
Il y avait le climat, qui était déjà un objet d'étude, avec les grandes sécheresses en Australie, par exemple, qui l'avaient empêché d'avoir une production importante de blé et d'exporter. Les stocks de consommation, les stocks mondiaux rapportés à la consommation étaient quand même relativement bas, comme vous le voyez sur la courbe du dessous. On a eu pas mal de débats à l'époque sur les usages de ces productions agricoles, puisqu'on avait critiqué évidemment un certain nombre de pays qui mettaient du maïs dans leur réservoir au détriment de la consommation alimentaire, en particulier dans les pays en développement. Je rappelle, et on sait très bien que c'est en train de prendre forme en ce moment dans les esprits, mais 2008-2009, c'était les 50 pays qui avaient connu les émeutes de la faim, notamment dans les grands centres urbains. On a énormément parlé à l'époque aussi du rôle de la finance, qui s'était introduit sur les marchés à terme des matières premières et qui avait aggravé évidemment le cycle haussier de l'époque. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas, puisque les marchés financiers se tiennent plutôt pas mal, même s'il y a quelques soubresauts quotidiens. Et puis, il y avait toute une réflexion qui avait été menée, on l'a aussi aujourd'hui, sur les modalités de transmission des hausses de prix sur les marchés domestiques, c'est-à-dire à la consommation. Et cette problématique ressurgit, étant donné que nous sommes dans un contexte inflationniste assez important. Je voudrais juste, dans la diapo suivante, vous parler aussi des engrais dont on parle beaucoup. Mais à la même époque, 2008-2009, on avait déjà connu une flambée du prix des engrais dont on avait finalement assez peu entendu parler d'une certaine façon, étant donné que les prix très élevés avaient couvert ces coûts de production. Et on est légèrement encore en dessous de ce qui s'est passé à l'époque. Mais ça progresse évidemment, étant donné les tensions qu'il y a autour du gaz et de la disponibilité des engrais. Alors je vais passer maintenant au sujet qui m'a été demandé de traiter, c'est-à-dire les marchés agricoles dans ce contexte de guerre. Alors c'est assez inédit, alors je vais montrer pourquoi, parce que c'est pas une petite guerre, ça concerne quand même deux géants de l'agriculture mondiale, et ça a des répercussions évidemment sur les autres pays. Et je rappelle quand même que la Russie est un protagoniste décisif sur le marché énergétique, puisque c'est le premier exportateur mondial de gaz et le troisième exportateur mondial de pétrole. Nous avions, économiquement parlant, des signes annonciateurs du redressement des prix au moment de la pandémie. L'entrée en guerre de la Russie contre l'Ukraine a évidemment amplifié et aggravé les choses, mais à travers les plans de relance qu'on a adoptés très rapidement pour sortir de la récession, vous voyez, dans l'économie mondiale, pour un économiste, le moins 0,4 au moment de la crise de 2008 était déjà considéré comme assez important, mais on n'imaginait pas avoir une récession mondiale de moins 3% au moment de la pandémie. C'est-à-dire que tous les gouvernements, par les confinements, ont mis au congélateur l'économie. Tout s'est arrêté, ou pratiquement tout. En France, on a connu une récession de moins 8%. Je ne sais pas si vous avez encore ça à l'esprit, mais c'était quelque chose d'assez abyssal. Et il fallait évidemment adopter des plans de relance pour sortir de cette ornière, parce que l'étape suivante, c'est la dépression. Et la dépression, c'est évidemment ce qu'on avait connu dans les années 30, notamment aux États-Unis. Donc ça a été le fameux propos d'Emmanuel Macron sur le quoi qu'il en coûte. Tous les robinets budgétaires, toutes les vannes financières ont été ouvertes, que ce soit en France, à l'échelle de l'Union européenne, avec le plan de relance mutualisé de 750 milliards d'euros. Aux États-Unis, ça se chiffre en milliers de milliards de dollars. Donc tout cela a provoqué une reprise très rapide, on le voit sur la courbe. La récession a été de très courte période finalement. Et ce redressement de la croissance s'est accompagné d'une demande exprimée par un certain nombre de pays sur les matières premières. Matières premières énergétiques évidemment, matières premières agricoles, puisque les consommations avaient fortement régressé. Il fallait remettre en route une machine économique et les importations évidemment ont repris avec une dynamique assez impressionnante, comme on le voit avec la Chine. Vous voyez qu'entre 2019 et 2020 déjà, mais 2021 encore plus,
que ce soit en maïs, en orge ou en blé, la Chine s'est mise à siphonner une grosse partie des matières premières, d'autant plus qu'elle sortait d'un épisode sanitaire assez grave, puisque avec la peste porcine africaine, elle avait été conduite à abattre une bonne moitié de son cheptel porcin. Elle en est sortie, elle a reconstitué son cheptel, et donc il a fallu qu'elle importe énormément de grains pour pouvoir nourrir les animaux. Alors la difficulté, c'est qu'on a commencé à voir poindre quelques tensions inflationnistes avec cette reprise économique, avec ces demandes sur les matières premières, vu que l'offre était tout juste suffisante. Eh bien, les banquiers centraux se sont dit, cette inflation, bon, ça ne pourrait être que temporaire, passager, on ne va pas agir immédiatement. Grave erreur, puisque évidemment, la guerre, on va aller sur la diapo suivante, la guerre a été déclenchée le 24 février. Alors ça a été évidemment un choc terrible. Alors les tendances qu'on avait d'affirmation de prix à la hausse se sont évidemment étoffées, aggravées, et on a connu des pics, comme on va le voir, avec des prix au plus de 400 € la tonne sur le blé tendre par exemple, et il y avait une certaine logique. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que les fondamentaux du marché, c'est une chose maintenant, mais la guerre va évidemment jouer un rôle décisif. Alors la première logique, c'est que les acteurs du marché sont évidemment très inquiets, ils sont très réactifs, il y a une certaine aversion au risque, ils sont dans l'incertitude totale sur l'issue de la guerre, bien évidemment. Mais il y a une autre logique qui est là tout à fait fondamentale, c'est évidemment le poids de l'Ukraine et de la Russie sur les marchés mondiaux, en particulier des grains. Il y a un peu de viande côté ukrainien sur la volaille notamment, comme ça a été rappelé à l'instant par un intervenant. Je rappelle que la Russie avait connu une décennie noire après la dislocation du bloc soviétique. Donc sa production de grains s'était effondrée. L'arrivée de Vladimir Poutine, c'est une reprise en main de l'agriculture et l'inscription de cette agriculture comme un levier stratégique pour le redressement du pays. Et on voit la production se redresser avec évidemment une progression très nette des exportations. Je rappelle également que l'annexion de la Crimée et les sanctions qui ont suivi ont permis à la Russie de rebondir à nouveau et de devenir en 2016 le premier exportateur mondial de blé. Et pour cette année, la Russie devrait connaître une récolte exceptionnelle qui va lui permettre d'exporter aux alentours de 40 millions de tonnes. Pour l'Ukraine, c'est exactement le même profil, puisque c'est un pays qui a énormément progressé, que ce soit en blé, en maïs. En maïs, c'est quand même presque 10% de la production mondiale et 18%, parfois même un peu plus, des exportations mondiales de maïs. Et sur le tournesol et évidemment les huiles, c'est un acteur tout à fait fondamental. Je revenais juste sur la diapo précédente parce que je voulais juste rappeler que sur les prévisions, sur l'année 2022, on sait qu'il y a des tensions, ça va se terminer sur l'année comme ça, il n'y a pas de problème. Mais dans toutes les interventions que je fais, je rappelle qu'à la limite, et Sophie l'a rappelé, l'année 2022 n'est pas si catastrophique que ça finalement. Malgré la sécheresse, malgré la guerre, c'est très contrasté évidemment selon les productions, selon les régions. On a craint qu'il y aurait des émeutes de la faim, des soulèvements populaires dans un certain nombre de pays. Pour l'instant, manifestement, même s'il y a des difficultés, je prends qu'un exemple sur la Tunisie, où il y a des rationnements assez importants sur le pain et sur certaines denrées comme l'huile, on n'a pas de soulèvement populaire pour protester contre les prix, mais aussi contre le manque de disponibilité. En revanche, il faut rappeler que c'est pour 2023 que ça devrait se jouer, parce que là, on va avoir effectivement un certain nombre de difficultés. Énergétiques, bien évidemment, on pourra y revenir, mais aussi sur les prévisions qui sont faites sur l'Ukraine. Les prévisions du ministère de l'Agriculture américain montre que rien que sur le blé, on aurait une diminution de 23% de la production en 2023 et de 50% sur le maïs.
Donc c'est dû évidemment au fait que les exploitations agricoles sont au ralenti, elles sont parfois endommagées, il y a du matériel qui n'est plus utilisable, certains agriculteurs sont partis sur le front, certains autres sont restés avec des dérogations, mais il y a une tension importante là-dessus et on sait que l'Ukraine est quand même un gros fournisseur et comme on le voit sur la diapo suivante, un gros fournisseur, comme je le disais, de blé, de maïs, mais surtout d'huile de tournesol et de tourteaux de tournesol. Sur l'huile de tournesol, rien qu'à eux deux, la Russie et l'Ukraine, c'est à peu près 80% des échanges mondiaux. Donc ça explique que pendant un certain temps, nous ayons eu des rayons en huile de tournesol qui étaient quasiment vides. Aujourd'hui, ils se sont reconstitués grâce à l'huile de tournesol en provenance de Pologne ou de Bulgarie. Mais on voit bien que là, c'est quand même des protagonistes tout à fait importants, avec tous les enjeux évidemment économiques et géoéconomiques qui se dessinent derrière, en particulier pour la Russie. Alors les prix, comme je le disais, sont étroitement conditionnés par ce qui se passe là-bas. On a eu une très forte hausse. Il y a eu un repli à partir du deuxième trimestre qui s'est accentué au moment de l'accord du 22 juillet 2022 entre la Russie et l'Ukraine sous l'égide des Nations Unies et de la Turquie pour faire partir les bateaux ukrainiens, puisqu'il y avait une vingtaine de millions de tonnes qui étaient en souffrance, notamment dans les ports. Donc on est aujourd'hui aux alentours de 330. En venant ce matin, je vérifiais, c'est même 336. Il y a eu un petit rebond depuis quelques jours. Mais évidemment, même si c'est en repli, le cours du blé, il est quand même encore très élevé comparativement aux années précédentes. Et c'est un coût considérable pour les principaux importateurs. Je donnerai un petit échantillon tout à l'heure, mais l'Égypte, l'Indonésie, l'Algérie, la Tunisie, le Liban, etc., sans parler des pays d'Afrique subsaharienne les plus pauvres, sont en grande difficulté aujourd'hui pour s'approvisionner avec un coût très élevé. Et évidemment, il y a une pression géostratégique de la Russie pour essayer de conquérir ces marchés à la place des Occidentaux et essayer même de manipuler les chantages en fonction du degré d'engagement des pays vis-à-vis de l'Ukraine. Je rappelle également que cette guerre, c'est aussi la manifestation de tensions autour du contrôle des terminaux portuaires. Pour l'Ukraine, à peu près 90% des productions agricoles partent des terminaux portuaires, d'où la difficulté qu'il y avait pour ce pays à exporter. Et il y a deux choses qui en découlent. J'en parlerai au moment de la conclusion, mais s'il y a un contrôle des productions agricoles ukrainiennes par la Russie, plus un contrôle des terminaux portuaires, vous aurez une Russie qui pourrait détenir 30 à 35% des exportations mondiales de grains et de blé en particulier, avec le maïs dedans évidemment. Donc il y a des enjeux à la fois agricoles, des enjeux maritimes et des enjeux de pouvoir bien évidemment. Alors il y a des effets qui sont assez anxiogènes sur la diapo suivante, évidemment sur les agriculteurs. Vous connaissez ça depuis maintenant plusieurs mois. C'est l'explosion de tous les intrants, gaz et engrais azotés évidemment, mais tous les autres aussi, tout ce qui est énergie, le gazole non routier, etc. Tout a flambé depuis le 24 février, ce qui est assez logique étant donné la place prépondérante qu'occupe la Russie sur ce marché-là. Même si, comme l'a rappelé Sophie, les prix sont encore bien orientés, il y a toujours le risque d'un effet ciseau, c'est-à-dire que si les prix s'affaissent parce qu'on aurait des avancées diplomatiques ou parce qu'on aurait des récoltes plus importantes l'année prochaine, eh bien le coût des intrants, lui, pourrait rester à peu près à ces niveaux-là, voire même plus, et endommager les trésoreries des exploitations agricoles. Ça vaut également pour l'indice des prix d'aliments pour animaux.
On n'a jamais vu ça depuis les années 50, un indice aussi élevé, donc ça pénalise évidemment les éleveurs, même si, là aussi Sophie l'a rappelé, et je vais vous le montrer dans un instant, les cours sont quand même plutôt pas trop mal orientés en matière de viande comparativement aux années précédentes. Alors ce qui fait que ces tensions autour de l'énergie, autour des intrants, plus évidemment les incertitudes que nous avons sur le climat. Bon, on n'a pas de probabilité robuste aujourd'hui sur ce qui va se passer l'année prochaine, évidemment. Tout cela fait que la Banque mondiale, par exemple, dans son rapport du printemps sur les projections de prix de matières premières à l'horizon 2024, estime que les prix devraient, malgré quelques fluctuations, rester orientés à la hausse jusqu'à la fin de l'année 2024, sauf si, évidemment, le conflit cessait dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Et ce qui préoccupe maintenant, évidemment, c'est l'installation de l'inflation, avec toutes les répercussions qu'on a, évidemment, sur les prix alimentaires, les prix de l'énergie, et le resserrement des politiques monétaires par les banques centrales. Il y a eu de très fortes hausses de taux d'intérêt par les banques centrales qui se répercutent sur les banques que nous côtoyons, vous et moi. Quand je disais que la Russie convoite d'une certaine façon les territoires ukrainiens et les terminaux portuaires et qu'elle exerce une sorte de chantage vis-à-vis de pays qui pourraient acheter du blé aux Occidentaux impliqués dans le conflit d'une façon ou d'une autre, je crois que derrière la tête de Vladimir Poutine, il y aurait cette ambition de désoccidentaliser les marchés agricoles. Donc c'est une hypothèse très forte que j'avance, mais je pense qu'il faut examiner ça pour essayer de comprendre. Alors évidemment, après, on a tous eu connaissance des débats qu'il y a eu autour du Green Deal. Que doit faire l'Europe ? Est-ce qu'elle doit continuer à s'engager vers une modération de la production, ou est-ce qu'au contraire, elle doit réexaminer son Green Deal, ne serait-ce que momentanément, le suspendre, le revoir dans un certain nombre de ses grandes lignes, de façon à garantir les productions européennes et à répondre à une demande mondiale qui, malgré tout, est encore là. Alors sur les élevages, Sophie en a parlé, mais à l'échelle nationale, on a eu un très très net redressement du cours du porc. Le lait s'est redressé, même s'il y a un certain nombre de difficultés, bien évidemment, liées aux intrants, liées au fait qu'il y a des différentiels de prix entre la France et d'autres pays producteurs, en particulier en Allemagne. La collecte laitière mondiale est à la baisse, même dans des grands bassins de production comme la Nouvelle-Zélande, où nos voisins irlandais, la collecte se retourne. En viande, sur le broutard notamment, on a eu, même si ça plafonne un petit peu, on a eu un très très net redressement. Et puis évidemment, le lait bio, qui connaît une décrue significative, avec en toile de fond, évidemment, depuis l'année dernière, donc déjà avant le conflit, une très nette diminution de la consommation de produits issus de l'agriculture biologique, qui ouvre évidemment un questionnement sur l'avenir de ce secteur, avec les premiers signes de déconversion qu'on peut observer ici ou là. Alors, qu'est-ce qui va nous arriver l'année prochaine ? Je ne suis pas, évidemment, Madame Irma. Je n'ai pas laissé les maroulottes dehors avec la boule de cristal dedans. Mais il y a peut-être quelques pistes à examiner. Les pistes économiques et financières, l'inflation, manifestement, toutes les prévisions convergent, que ce soit en France ou ailleurs, pour dire qu'elle devrait être durable et probablement élevée. J'ai quelques chiffres à vous donner sur nos voisins européens en particulier. Donc inévitablement, comme ça s'est encore produit la semaine dernière, les banques centrales vont resserrer évidemment les conditions du crédit et le coût du crédit, ce qui peut évidemment avoir des répercussions importantes non seulement sur les investissements des entreprises, mais évidemment sur les charges financières qui vont peser sur les États,
qui, comme vous le savez, sont lourdement endettés du fait de la pandémie, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. La crise énergétique, avec les coûts que ça représente pour les entreprises, les exploitations agricoles et les ménages, sans oublier, au-delà du coût, les phénomènes peut-être d'interruption momentanée, de livraison, de coupure. On en parle quand même beaucoup. RTE estime qu'il y a suffisamment de tensions pour envisager cet hiver des coupures plus ou moins régulières et plus ou moins longues. La grande question du gaz, évidemment, étant donné nos rapports très tendus avec la Russie, qui est quand même un gros producteur et le premier exportateur mondial. Cette parité de l'euro vis-à-vis du dollar qui n'arrange rien, puisque le dollar est très élevé et que ça renchérit évidemment le coût de nos importations, même si ça peut avantager nos ventes à l'extérieur. Donc tout cela fait que les probabilités autour de la récession en France, en Allemagne et aux États-Unis et un peu partout sont quand même des risques élevés. Sur l'agriculture, évidemment, la problématique du coût des engrais, de tous les intrants en général, mais surtout, je pense que la variable disponibilité de ces engrais va pas tarder à se poser. On a des unités de production en France qui commencent à ralentir, étant donné le coût de la matière première, le gaz notamment. Yara, le Norvégien, commence à arrêter certains segments de production en Europe. Donc la question réelle va être celui de la disponibilité. Et moins il y aura de disponibilité en engrais, plus le prix sera évidemment élevé avec les conséquences que cela peut représenter. Donc on peut se poser la question de savoir quels seront l'état des récoltes en 2023. Il y a évidemment la question climatique, ça on est d'accord, mais maintenant s'il n'y a pas suffisamment d'intrants, 10% en moins, c'est 10% de production en moins à peu près. Donc là il y a une incertitude importante. Le coût de l'aliment, évidemment, si le prix des céréales se replie, il va y avoir peut-être une certaine détente. Mais si il y a une tendance qui se prolonge sur ce coût de l'aliment, évidemment, combiné à des problèmes de sécheresse et donc d'approvisionnement en fourrage, les processus de décapitalisation pourraient sans doute se prolonger. Alors, j'ai entendu tout à l'heure de la part de l'intervenant la question des importations de volailles en provenance d'Ukraine. Eh bien oui, effectivement. L'Union européenne a décidé d'accélérer l'application du partenariat commercial de cette espèce d'accord de libre-échange que nous avons signé en 2015 avec Kiev, sous le signe évidemment de l'aide, de la solidarité, etc. Et donc on a réduit à zéro les droits de douane et les importations de poulets ukrainiens ont augmenté de 122% depuis un an. Si on cale sur la période semestre, évidemment. Donc cet accord est appliqué en urgence. Donc là, il y a un véritable problème sur la problématique de la souveraineté, évidemment. Peut-on à la fois se prévaloir de mettre en place les conditions favorables pour obtenir ou récupérer une certaine souveraineté et ouvrir un marché qui, évidemment, pénalise une filière déjà sinistrée par la grippe aviaire, évidemment, et par l'alourdissement du coût de l'alimentation animale. Et sur cette Ukraine, c'est sans doute pas fini. Et donc vous pouvez peut-être, en tout cas c'est ce que je vous suggère, prendre note de ça, mais vous savez tous que l'Union européenne a décidé d'accélérer aussi la procédure d'adhésion de l'Ukraine dans sa totalité ou dans sa petite partie qui va rester, on ne sait pas trop comment ça va évoluer, à l'Union européenne. Donc rien que sur le fonctionnement de la PAC, on va rentrer dans une nouvelle PAC au 1er janvier. 2027, ça sera la fin de cette PAC, il va falloir réfléchir à une nouvelle PAC. Si l'Ukraine, entre-temps, a adhéré à l'UE, quelle va être cette nouvelle PAC à 28 ? Quel budget ? Pour quelle finalité ? Est-ce que l'UE va s'appuyer sur l'Ukraine pour renforcer une certaine forme de puissance alimentaire, mais comment ça va se répartir entre les autres États membres ? Bref, plein de questions sur cette question ukrainienne. Alors en termes de souveraineté et d'autonomie, sur la diapo suivante,
Bon, sur un certain nombre de productions, l'histoire a montré que nous étions devenus une puissance importante, que nous étions largement autosuffisants et autonomes, hein, que ce soit en blé, en maïs, en orge, etc. En produits laitiers, en viande bovine et volaille, c'est quasi à l'équilibre, mais tout juste, hein. Et évidemment, il y a deux grands points noirs, les engrais et les tourteaux de soja, donc les protéines végétales. Ça mériterait évidemment un grand débat, puisque notre dépendance aux protéines végétales, ça remonte au début des années 60 avec un accord que nous avions signé avec les États-Unis en contrepartie de la PAC pour la livraison de soja et de tourteaux en particulier. Donc peut-être faudrait-il réfléchir à abroger cet accord ou à le refonder. Il y a des choses aussi là, des pistes de réflexion à faire. Sur les engrais, ça renvoie à la problématique de la réindustrialisation du pays, dans ce domaine-là évidemment, mais tout ce qu'on a désindustrialisé à une certaine époque, on ne le réindustrialise pas comme ça. Il faut du temps, il faut évidemment beaucoup de moyens. Il y a aussi la question environnementale qui se pose. Allez demander aux habitants des environs de Toulouse sur l'explosion de l'usine AZF. D'accepter une usine d'engrais à proximité, ça ne va pas être simple. Donc il y a toutes ces variables, évidemment, à mettre sur la table. Sur l'inflation, je rappelle que sur la zone euro, on est à 9% désormais. Donc on se rapproche des deux chiffres. Avec deux postes fondamentaux qui tirent cette inflation vers le haut, c'est évidemment l'énergie, l'alimentation, avec l'alcool et les tabacs, puisque c'est une nomenclature, mais l'alimentation joue un rôle prépondérant. Et vous voyez qu'en France, pour Eurostat, on est à 6,5, un peu moins pour l'INSEE, mais c'est dû évidemment à toutes les mesures de politique publique qui ont été prises, les boucliers comme on dit. Donc comparativement à l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, même les Pays-Bas ou l'Estonie, où on est déjà arrivé à 25%, on est encore relativement protégé, même si ça crée des tensions évidemment en termes de consommation alimentaire. Tous les responsables de grandes enseignes de distribution le disent, les ménages font de plus en plus d'arbitrage maintenant entre les produits. Les produits sous signe de qualité sont délaissés. On a maintenant des ménages qui se réfugient plutôt sur les premiers prix, sur des produits plus standardisés, parce qu'ils doivent payer évidemment leur énergie. Par anticipation pour l'hiver, évidemment, ils ne peuvent pas se permettre d'acheter des produits de trop haute qualité, et ainsi de suite. Mais ça ne se limite pas qu'à cela. Il y a aussi toute la restauration collective, les cantines scolaires. On a déjà dans certains départements des tensions budgétaires pour approvisionner les cantines scolaires, étant donné le coût que représente l'alimentation. Hein. Dans le sud de la France, la maire d'Aix-en-Provence commence à s'arracher les cheveux, si je peux me permettre de parler ainsi, pour dire que les cantines scolaires vont avoir du mal à s'approvisionner. Et c'est Aix-en-Provence, hein, c'est pas le nord de la France ou la Seine-Saint-Denis. Donc vous voyez que ça peut évidemment avoir entraîné. Et pour le chauffage, c'est la même chose. Hein. Un certain nombre de collectivités s'interrogent sur les écoles, les universités, enfin bon, plein de choses. Pour les agriculteurs, ça pose évidemment de redoutables problèmes, les serristes, les bâtiments d'élevage, etc. Alors est-ce qu'on peut, je vais en parler rapidement, mais est-ce qu'on peut faire l'économie, est-ce qu'on peut faire un détour par le reste du monde, hein. Je rappelle que cette situation, évidemment, précarise les pays les plus dépendants de l'extérieur pour leur approvisionnement alimentaire. 30% de la population mondiale sont aujourd'hui en situation d'insécurité alimentaire grave ou modérée. 60% pour l'Afrique. L'Asie, qui économiquement a beaucoup progressé, ça diminue. De façon plus surprenante, l'Amérique latine, avec quand même les deux géants agricoles que sont l'Argentine et le Brésil, l'insécurité alimentaire progresse. Donc déjà, et je m'arrête à 2020, les derniers chiffres que j'ai pu avoir sur la FAO, donc je n'ai pas 2021 post-pandémie, et je n'ai surtout pas les premiers mois de 2022 avec la guerre. Mais ce qu'on constate quand même sur la diapo suivante, c'est que le nombre de personnes sous-alimentées dans le monde, qui avait beaucoup diminué
dans les années 90-2000, eh bien à partir du milieu 2017 à peu près, on voit le nombre de personnes concernées par la faim qui augmente à nouveau. Des problèmes climatiques, des problèmes de conflits militaires, notamment au Moyen-Orient, qui ont beaucoup pesé sur les infrastructures, les exploitations agricoles, qui ont provoqué des exodes ruraux. Et évidemment maintenant, la guerre qui va fragiliser un certain nombre de pays. Parce que je rappelle que sur les grands importateurs de blé, sur la diapo suivante, dedans il y a la farine, vous avez en gros l'essentiel en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et dans une partie de l'Asie. C'est le cas de l'Indonésie, qui est le deuxième importateur mondial de blé. Donc tous ces pays-là, évidemment, en termes de disponibilité, pour l'instant ça passe, puisqu'on a eu sur 2021-2022 des récoltes qui se sont à peu près tenues, on est aux alentours de 785 millions de tonnes de blé. Donc pour l'instant ça devrait passer. La question c'est sur le prix évidemment. Sur la diapo suivante, vous avez un certain nombre de pays. L'Égypte, ça dépend à 86% de la Russie et de l'Ukraine pour ses approvisionnements en blé. Donc la Russie, ça va passer évidemment, c'est pas prédominant. La Turquie, vous comprenez pourquoi elle joue un rôle aussi fondamental dans les négociations, c'est parce qu'elle dépend énormément aussi du blé russe pour se nourrir, avec un pays qui a 80% d'inflation, la Turquie, plus une monnaie qui a dévissé, donc il y a une certaine fragilité. On va rentrer dans une période électorale en Turquie. Donc c'est un pays à surveiller. La Tunisie et le Liban, eux, dépendent plus de l'Ukraine. Donc ce sont deux pays qui sont plus en difficulté que les deux autres. Je ne parle que du Liban, 80% des approvisionnements viennent de l'Ukraine. Une monnaie qui ne vaut plus rien. Presque 60% de la population libanaise est en situation d'insécurité alimentaire. Ils ont franchi le cap du seuil de pauvreté. Donc toute la question est de savoir combien de temps les populations vont tenir, est-ce qu'il va y avoir des soubresauts politiques, et surtout est-ce qu'il y a des pays qui peuvent subvenir à ces pays-là à la place de l'Ukraine. Donc il y avait eu des candidats au début de la guerre, en particulier l'Inde, qui s'était engagée à exporter quelques millions de tonnes de blé. Étant donné les problèmes climatiques qu'elle a connus, plus les problèmes de prix, etc., l'Inde a décidé de fermer ses frontières. Elle n'exporte plus ni blé, ni sucre, et elle a décidé de ne plus exporter de riz maintenant. Donc vous voyez que ça pose problème. Il suffit d'une crise climatique quelque part qui pourrait endommager les productions, et donc les approvisionnements pourraient être lourdement contraints. Alors on a donc une superposition de crises et il faut réfléchir évidemment aux issues, que ce soit à court terme, c'est peut-être plus facile, à moyen terme c'est déjà un peu plus difficile. La pandémie avait déjà soulevé les problèmes. Est-ce qu'on doit évoluer vers un nouveau modèle agricole ? Est-ce qu'on doit s'approvisionner en intrants ailleurs ? Est-ce qu'on doit faire venir de très loin des tourteaux de soja ? Etc. Donc on avait déjà quelque chose qui était en gestation et qui tournait autour de l'autonomie et de la souveraineté alimentaire. Le discours d'Emmanuel Macron de Rungis, par exemple, avait déjà un peu amorcé ce type de réflexion. Avec la guerre, évidemment, ça prend une ampleur un peu plus importante. On me demande d'intervenir assez souvent sur la guerre, mais on me demande maintenant de plus en plus d'intervenir sur la souveraineté elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment on la met en place ? Avec qui ? Etc. Et sur le modèle agricole, évidemment, tout est tourné vers une agriculture qui devrait être plus économe en intrants, évidemment, étant donné les problèmes de volume et de prix, qui devrait peut-être elle-même être productrice d'énergie. Et donc on va rentrer dans des débats importants autour des usages qu'on va faire de l'agriculture entre l'alimentation et le non-alimentaire. Est-ce qu'on va se diriger vers une sorte de bioéconomie de l'agriculture, où on aurait à la fois de l'alimentation, mais aussi du non-alimentaire,
qui pourrait fabriquer aussi des matériaux, c'est déjà le cas, hein, il y a un certain nombre de matériaux qui rentrent dans des produits, et qui, globalement, doit être en phase avec le climat. Bon, mais quels acteurs? Quel type d'institution? Quel rapport entre les acteurs? Est-ce qu'il va y avoir une convergence? Quel va être le degré d'implication des citoyens? Quel levier de financement? Quel va être l'apport du financement public, étant donné les lourdes contraintes qu'il y a en ce moment et depuis la pandémie en particulier? Est-ce qu'il va y avoir des capitaux hors milieu agricole qui vont investir l'agriculture pour essayer justement de créer quelque chose de nouveau ou pas? C'est que des points d'interrogation, évidemment. Et surtout, sur quel pas de temps? Parce qu'un investissement ne peut être envisagé que sur moyen terme au minimum, avec des perspectives évidemment de retour, de rentabilité, qui sont au minimum sur une quinzaine d'années. Donc il y a des paris qui doivent être pris, évidemment, et des arbitrages qui doivent être faits et des choix parfois assez drastiques qui devront être réalisés. Alors je ne peux pas conclure évidemment mon exposé, ça serait bien trop audacieux et bien trop présomptueux. Je n'ai pas tous les éléments en main. Premier point quand même, la période que nous vivons est une période inédite, historique. Vous ne pensez pas avoir un retour de la guerre sur le continent. Est-ce qu'elle va s'achever? On peut le souhaiter évidemment. Est-ce qu'elle va perdurer comme ça ou est-ce qu'elle va se généraliser? Vous avez des foyers de tension qui commencent à être inquiétants, sur la Chine par exemple avec Taïwan, le problème iranien avec Israël. Je rappelle que ce micro-conflit, mais qui a son importance dans la période actuelle, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui vient de reprendre là depuis 48 heures. Bref, ça devrait déboucher d'une façon ou d'une autre sur un nouvel ordre mondial. C'est aussi un point d'interrogation. Mais avec quelle puissance hégémonique? Pour l'instant, on ne le sait pas. Quoi qu'il en soit, cette situation montre à nouveau que les marchés agricoles sont bousculés, secoués, instables, et que ça nécessite de revenir évidemment impérativement sur tous les mécanismes d'encadrement et de régulation pour éviter que ça ne se répercute évidemment sur les utilisateurs après, mais aussi et surtout, Sophie l'a rappelé, sur une certaine stabilité du revenu des agriculteurs qui leur permettent de voir un peu plus loin. Je rappelle également que cette situation, la pandémie l'avait déjà un peu initiée, mais la guerre encore plus. On avait l'impression dans nos sociétés, depuis 15, 20 ou 30 ans, qu'on serait rentré dans l'économie de l'immatériel, de la connaissance, de la technologie, et que tout ce qui relevait de la production, qu'elle soit agricole ou industrielle, ça pouvait être laissé à un certain nombre d'autres pays, d'où la mondialisation, etc. Eh bien, la situation actuelle montre que les ressources naturelles, et agricoles en particulier, sont redevenues absolument fondamentales pour, évidemment, les équilibres des économies et des sociétés. Je crois que la situation actuelle nécessite également de dresser un bilan de la mondialisation, et en particulier pour l'agriculture, avec tous les accords de libre-échange, etc., tous les phénomènes d'approvisionnement de certaines matières premières à l'extérieur, tout ça nécessite peut-être de revenir. Alors est-ce qu'on va aller vers une démondialisation? Si chacun se met à se fermer les uns sur les autres, c'est ce qui se profile. Est-ce qu'on va avoir une mondialisation nouvelle avec de nouveaux fondements, de nouveaux acteurs, de nouvelles institutions internationales? Bref, il n'en reste pas moins que, selon moi, la question agricole est redevenue prépondérante dans le fonctionnement et l'équilibre des sociétés. Alors comment on va se sortir de tout ça? J'ai une petite carte qui vaut ce qu'elle vaut. Soit la logique diplomatique s'impose et on revient à la situation antérieure et l'Ukraine préserve son intégrité territoriale. Je ne crois pas trop au scénario
d'annexion totale du pays, évidemment. Ça serait bien compliqué et surtout très long. En revanche, l'idée d'une partition de l'Ukraine pourrait être une hypothèse à examiner, avec toute une partie est qui tomberait dans l'escarcelle de la Russie. Et c'est sur cette partie est, évidemment, qu'on trouve les productions agricoles les plus nombreuses et les plus abondantes. En particulier, la quarantaine de pourcents de céréales et une bonne dizaine rien que sur le Donbass. Plus les terminaux portuaires, comme je l'ai dit, qui seraient contrôlés, ça propulserait la Russie vers une puissance alimentaire absolument considérable. Tout cela pour dire que la situation actuelle montre bien que, la dernière diapo, vous avez des enjeux sur les terres, sur l'eau, sur l'énergie et évidemment sur l'agriculture et l'alimentation, mais que ces enjeux s'entrecroisent, s'interpénètrent, ce qui rend évidemment la difficulté très élevée pour trouver des solutions, mais qui revêt surtout un caractère explosif, évidemment. Donc si chacun cherche à maîtriser l'un ou l'autre, ça risque d'être très compliqué, évidemment, et ça peut susciter, à travers les variables démographiques, d'environnement et de défaillance de la gouvernance mondiale, ça peut évidemment entraîner des pénuries, des révoltes, des convoitises et à l'arrivée des conflits. Voilà, merci beaucoup.